Ok, dernière petite capsule donc dans ces rappels de stats sur le cours STT 5100. Donc, on a déjà vu pas mal de choses sur les tests, donc une présentation un peu générale. On a vu un peu, en mettant un peu plus l'accent, le test du Ki2, il rentre dans une autre catégorie. Euh, Aujourd'hui, j'ai passé un petit peu de temps sur un point. Là, je veux bien croire que ce ne soit pas des rappels, mais que ce soit des compléments. On a passé beaucoup de temps sur la vraisemblance. Il s'avère que quand on utilise le maximum de vraisemblance, la vraisemblance, on peut construire des tests de manière assez naturelle. Je les présente ici dans le cadre d'un problème statistique parce qu'en fait, on les utilisera quand on fera des régressions. Et de mémoire, pour avoir vu quand même, pour ceux qui veulent préparer les examens professionnels de la SOA, il y a beaucoup d'endroits où, par exemple, on parle du test de Wald comme si c'était trivial et que tout le monde connaissait ça. Euh, il s'avère que le test de Wald ne se fait pas dans un contexte de régression, il existe de manière beaucoup plus générale dans des contextes de tests basés sur la vraisemblance. Donc je le mets ici parce que je préfère mettre de côté et vous présenter le cadre général pour qu'ensuite, quand le jour où on en a besoin, il y ait juste à rappeler qu'on peut construire très facilement ce test de Wald et rappeler ses propriétés. Donc, je vais partager, pour retourner sur mes petits slides pour discuter ces histoires de tests basés sur la vraisemblance. Donc, euh, petit rappel, donc dans le cas des échantillons, je vais revenir sur les jeux de pile ou face. Okay, le jeu de pile ou face, c'est probablement la manière la plus simple pour comprendre ces problèmes-là. Euh, donc ici, j'ai fait mes tirages. Donc je renvoie, je pense que j'ai pris les mêmes données que celles que j'avais utilisées dans un des exemples où je faisais genre 11 tirages de pile ou face et j'avais 11, alors que je convertissais en des 0 et des 1. Et sur les 11, je crois qu'on tombait 6 fois sur 11, enfin 6 fois sur 1, ce qui veut dire qu'on avait une fréquence empirique de 54,54%, ce qui correspond, compte tenu des propriétés du maximum de vraisemblance, au maximum de la vraisemblance. Et donc, on retrouvait que l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas des lois de binomial, Bernoulli, était la fréquence empirique. Je vous avais montré que numériquement ça marchait, alors c'est exactement ce que je refais ici. Okay, donc je vous rappelle ce que c'est que la vraisemblance. Alors je mets de côté l'aspect permutation. Okay, je remets juste vraiment les produits de Bernoulli. Okay, donc je ne le travaille pas comme étant une multinomiale, mais c'est ce qu'on voit apparaître ici. D'accord, on voit apparaître tout simplement une propriété de loi binomiale. Okay, donc si je développais, on aurait du θ puissance le nombre de fois où j'étais tombé sur des 1 moins θ puissance le nombre de fois, n moins le nombre de fois où j'étais tombé sur 1. Quand j'ai ici mon tirage, okay, ici j'écris ma vraisemblance, je prends ma log vraisemblance, puis moins ma log vraisemblance, et je l'optimise. Je pars de 0,5 parce qu'il faut partir d'une valeur initiale pour mettre en place, pour utiliser la fonction optime. Donc optime est basé sur une valeur initiale, puis une fonction. Alors je vous renvoie sur une petite capsule qui va bientôt arriver sur l'optimisation. Donc, je rappelle les grands principes d'optimisation numérique, mais fondamentalement une descente de gradient, c'est je pars d'un point et je descends mon gradient. Okay, donc ici, ma fonction, c'est l'opposé de ma log vraisemblance. Je pars de 0,5 et on arrive sur ce 0,5454. Donc on voit que la vraisemblance, elle est en point bleu ici. Okay, le maximum de ma vraisemblance, il est atteint ici. Et effectivement, ça correspond à la fréquence empirique. Donc, alors je triche un tout petit peu, parce qu'en fait, le maximum de ma vraisemblance, c'est pas ce que j'ai calculé. Ce que j'ai calculé, c'est le maximum de ma log vraisemblance. Ma log vraisemblance, elle est en fait beaucoup plus plate que ce que laissait entendre le premier graphique. Ok, donc là, il n'y a rien de nouveau, c'est de l'inférence, d'accord. Là, on est sur un problème de test. Je me demande, est-ce que c'est possible que la vraie valeur soit un certain θ étoile. Donc, on va pouvoir utiliser nos tests des tests construits sur les propriétés du maximum de vraisemblance pour un cas particulier qui sont en fait les tests ponctuels où je veux tester est-ce que c'est possible que mon paramètre soit une certaine valeur. Alors, dans le cas du Bernoulli, c'est facile, c'est juste on va se demander est-ce que la pièce est truquée ou pas. Est-ce que mon paramètre θ vaut 1,5? Okay, donc c'est assez naturel comme question. On verra réapparaître ces tests-là quand on fera des régressions. La question qu'on se pose quand on fait des régressions, c'est est-ce que, donc une régression, ça va être une droite de régression, okay, qui est une pente, et on se demande tout simplement est-ce que la pente, elle est plate ou pas? Est-ce qu'elle vaut 0? Avoir une pente qui vaut 0, une pente, la pente de quoi? C'est la pente de l'espérance conditionnelle. Okay, ce que j'essaie d'expliquer, c'est l'espérance conditionnelle de y sachant x. Si jamais c'est indépendant de x, puisque la pente vaudrait 0, donc on a la même espérance, bah, ça veut dire qu'il y a des chances quand même pour que ma loi ne dépende pas de x, et donc on a de l'indépendance. Okay, donc en fait, déjà derrière l'hypothèse qu'on cherchera à tester en régression, c'est est-ce que ma variable y elle est vraiment expliquée par la variable x. Okay, donc est-ce que la pente vaut 0? Est-ce que ma corrélation sous-jacente vaut 0? Ce genre de choses. Okay, donc nous, on est dans un cas un peu plus simple de Bernoulli, et on se demande juste est-ce que la proba vaut. Alors,
attendez, je vais prendre un café parce que ça mérite de prendre un petit peu de temps, ce passage. On est sur un problème de stade paramétrique. Okay, dans la question précédente, j'avais abordé le test du Ki2, qui est souvent présenté comme un test non paramétrique. En fait, je l'avais présenté comme étant un test paramétrique parce que derrière se cachait une loi multinomiale. Mais les tests tels qu'on nous on va les utiliser, pardon, ce sera toujours des tests paramétriques. Sauf peut-être le test de Kolmogorov-Smirnov si j'ai le temps d'en parler, mais de manière générale, on a un test de paramétrique. En tout cas, c'est comme ça que je vous avais présenté les tests dans la série de slides précédents. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que θ appartient à un sous-ensemble θ0? En l'occurrence, un singleton, qui est tout simplement le θ étoile. Okay, donc on se demande, est-ce que θ peut être égal à θ étoile? Alors, juste sur les notations, parce qu'il y a deux notations, et là je fais la même chose que tout le monde. J'utilise des notations de manière très abusive. Il y a plusieurs objets qui ne sont pas définis de la même manière, mais qui sont notés de la même manière. Le petit θ qui apparaît ici, c'est quoi? C'est l'indice générique. Okay, de la même manière que je pourrais vous dire, j'ai des lois normales mu sigma carré. Okay, mu, c'est une valeur quelconque qui est dans R. Sigma carré, c'est sigma, c'est quelque chose qui est positif, mais voilà, ça peut être n'importe quelle valeur. Ce sont ce qu'on appelle des indices génériques. Là, je suis en train de me poser la question, est-ce que θ, et le θ qui est là, c'est celui très exactement de ma distribution, donc éventuellement, je pourrais l'appeler θ0. Il y a certains livres qui appellent ça θ0. θ0, c'est la vraie valeur du paramètre que je ne connais pas. Okay, donc, j'ai une vraie loi sous-jacente. Je suppose que mes YI sont tirés suivant, donc son IID, et de loi f θ0, qui appartient à cette classe F. Mais le θ0, je ne le connais pas. Donc, on va oublier cette histoire d'indice générique θ. Moi, ce que je dis, c'est que le paramètre θ, le vrai paramètre θ sous-jacent, je ne le connais pas. Okay, donc ça, c'est la première composante qu'on va avoir, c'est cet état. Okay, première chose, il y a un θ qui est une grandeur inconnue, et le problème de la stat, c'est que fondamentalement, je ne le connaîtrai jamais. Okay, vous avez beau faire 1 milliard de tirages de pièces, je ne saurai jamais ce qu'est la vraie valeur. Okay, j'ai des propriétés qui me disent, genre la loi des grands nombres, qui me disent que je vais converger vers cette vraie valeur. Okay, donc au bout d'1 milliard de tirages, quand même, mon intervalle de confiance, il est incroyablement petit. Donc je peux quand même vous dire avec une précision très très fine ce que ça peut être, mais ça reste que c'est quelque chose d'inconnu. Je peux l'approcher de manière très fine, mais ça reste quelque chose d'inconnu et d'inobservable. Fondamentalement inobservable. Okay, je ne sais pas le vrai paramètre. Le θ étoile, c'est celui que j'ai dans mon test. Et celui-là, je le donne. Donc θ étoile, c'est une grandeur qui est donnée. En l'occurrence, je vous dis, je me demande si le paramètre totalement inconnu de ma loi de tirage de pile ou face, il peut être égal à 1,5. Okay, donc le P étoile, ou le θ étoile, vaut 1,5 et c'est moi qui le donne. Okay, il y a une autre grandeur qu'on connaît, c'est notre estimateur. C'est que depuis le début, je vous ai fait de l'estimation avant de faire les tests. Okay, il y a bien un moment où il faut faire intervenir l'estimation. Okay, plusieurs fois, j'ai évoqué l'idée que derrière les tests, il y avait des histoires d'intervalle de confiance. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est le fait que derrière, j'utilise les propriétés des estimateurs. En fait. Donc, j'ai un troisième paramètre qui intervient, qui est ce θ chapeau. Okay, et il s'avère qu'il y a un estimateur qu'on connaît bien, c'est le maximum de vraisemblance. Okay, donc, je me retrouve avec trois objets. Le θ qui est totalement inconnu, le θ étoile que je donne, et le θ chapeau qu'on a construit et qu'on étudie en fait depuis plusieurs capsules, donc que vous connaissez maintenant par cœur, et si ce n'est pas le cas, travaillez un peu et prenez un livre et faites plein d'exos sur le maximum de vraisemblance, parce que c'est l'objet le plus important du cours de Stat 1, et on va l'utiliser abondamment dans ce cours. Okay, donc j'ai ces trois objets. La question du test, c'est est-ce que θ peut être égal à θ étoile? Est-ce que, disons, est-ce que θ il est proche de ce θ étoile? Okay, donc en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ces deux objets-là coïncident ou pas? Et pour être tout à fait honnête, j'en ai pas la moindre idée. Et je ne peux pas en avoir la moindre idée, tout simplement parce que cette grandeur θ, je ne sais absolument pas ce qu'elle vaut. Okay, donc c'est la question que je me pose, c'est est-ce que quelque chose que je ne peux pas observer est proche de quelque chose que je vous donne? Il me faut quelque chose entre les deux. Et le quelque chose entre les deux, c'est ce θ étoile. Ce θ chapeau, pardon. Donc c'est mon estimateur. Pourquoi? Parce que mon estimateur, depuis le début, j'essaie de travailler sur les liens entre ces deux grandeurs-là. Est-ce que θ étoile, il est proche de ce θ? Est-ce que ce θ chapeau est proche de θ? Okay, est-ce que mon estimateur est proche de la vraie valeur? Et pour ça, on a introduit plein de concepts. On a évoqué le biais. Le biais, ça veut dire qu'en moyenne, l'espérance de θ chapeau, c'est très exactement θ.
Donc, un estimateur sans biais, on peut s'attendre à ce qu'il soit proche. On a la notion de convergence. Okay, un estimateur qui est convergent, il devrait être proche, en tout cas, si j'ai assez d'observations. Okay, donc, c'est toutes ces choses-là qu'on avait abordées sur les propriétés fondamentales des estimateurs. Donc, c'est l'idée du cours de StatMath qui vous dit je connais les propriétés de mes estimateurs. En particulier, on a cette convergence qui me permet de vous dire à quel point est-ce que je pense être proche de la vraie valeur. Okay, je peux vous dire que la différence entre ces deux objets-là, elle suit une certaine loi. Je connais la loi en fait entre la différence entre θ chapeau et θ. Alors, je connais cette loi, mais de manière asymptotique. D'accord, donc, je sais juste que si jamais j'ai beaucoup d'observations, je dois pouvoir dire des choses. Donc, ici, on va attaquer les tests asymptotiques, dans le sens où je vais quand même supposer que j'ai beaucoup d'observations, et dans ces cas-là, je peux faire des choses. Donc, je reprends mon petit triangle. Enfin, mon petit triangle, je n'ai pas encore fait de triangle, mais disons que j'ai 3 sommets. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je me pose la question de est-ce que ces deux-là sont proches. Je suis capable de quantifier la différence entre ces deux objets-là, et je sais que c'est une variable aléatoire dont je connais la distribution. Okay, est-ce que je connais la différence entre les deux parties qui sont à droite? Bah oui. Ça, par contre, je peux l'observer. C'est que je peux l'observer visuellement, tout simplement parce que, reprenez le graphique d'avant. Okay, ici, j'ai très exactement ma valeur θ étoile qui est à 50%. Et ici, j'ai très exactement mon θ chapeau. Donc oui, je peux observer la différence. La différence, elle est là. Okay, c'est la différence entre ces deux objets-là. Donc je peux la mesurer d'un point de vue empirique. Okay, donc la question que je me pose, et c'est pour ça que j'aime bien voir les tests comme des problèmes de distance, on a l'inégalité triangulaire. C'est que ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que si jamais θ étoile il est proche de θ chapeau, et que j'ai plein de théorèmes qui me disent que θ chapeau il est proche de θ, bah dans ces cas, c'est sûrement que ces deux objets-là sont proches. Okay, donc c'est ça qu'on va faire quand on va faire les tests, c'est juste se demander finalement, sachant que mon estimateur que j'ai construit avec le maximum de vraisemblance, il est bien dans le sens où quelque part, il vérifie, c'est quelque part le meilleur estimateur que je puisse construire, okay, en tout cas asymptotiquement. Okay, pourquoi? Parce qu'il va être sans biais, et parmi les estimateurs sans biais, ce sera celui de variance minimale. Donc il est super intéressant. Okay, si jamais, voilà, en mesurant cette distance-là, en fait, je devrais être capable de tester, d'apporter une réponse, en tout cas, à cette question de est-ce que θ et θ étoile sont proches. Okay, alors, en fait, il y a 3 réponses, trois tests qui ont été proposés, c'est-à-dire que 3 réponses ont été proposées à cette question. Le premier consiste tout simplement à dire, je vais tout simplement mesurer l'écart qui se trouve ici. Donc, c'est ce que je vous disais sur mon petit dessin. Je vais tout simplement regarder la différence entre θ chapeau et θ étoile, mais j'ai besoin de normer. Parce que la distance, si jamais je vous dis que j'ai une distance de 0,05 ou alors une distance de 5000, ça dépend de l'unité. Okay, et l'unité, comment je la capture? Je la capture toujours par l'écart type. Donc j'ai besoin de faire intervenir quelque part, comme je prends un carré, le carré de l'écart type, c'est-à-dire la variance. Donc je vais diviser ici par la variance. Mais la variance, comme par hypothèse, j'ai quelque chose qui est gaussien, okay, j'ai mon maximum de vraisemblance, okay, ma variance asymptotique, c'est mon information de Fisher. En tout cas, c'est l'inverse de l'information de Fisher. Donc on voit apparaître cette variance ici pour corriger. Donc ce qu'on peut montrer, c'est ce qui s'appelle le test de Wahl. Okay, le test de Wahl consiste à dire que la différence qui est observée entre θ étoile et θ chapeau, à condition de le normaliser proprement, c'est-à-dire en le multipliant par n et en divisant par l'inverse de l'information de Fisher, c'est-à-dire en multipliant par l'inverse de l'information de Fisher, ça doit tendre vers une loi du Qui2 à 1 degré de liberté. Donc voilà, j'ai une statistique de test, à partir de là, je peux faire un test. Je calcule cette grandeur-là. En gros, si jamais, une loi du Qui2 à 1 degré de liberté, en moyenne, ça fait 1. Si jamais je tombe sur 10, c'est qu'il y a de fortes chances pour que ma pièce soit truquée. Okay, donc la première idée, c'est le test de Wahl qui consiste à dire, demandons-nous si jamais θ étoile est proche de θ. Je peux voir le problème dans l'autre sens et me dire, oh, mais ma fonction de log vraisemblance, elle est quand même super continue. Okay, elle est lisse, elle est continue. Donc en fait, si jamais je suis proche du maximum, je dois pouvoir le voir ici. C'est-à-dire que je peux mesurer la différence en fait entre la vraisemblance que j'obtiens en un point très particulier, qui est la log vraisemblance que j'ai en θ étoile, en θ étoile, pardon, et celui que j'avais en θ chapeau, mais en θ chapeau, voilà, on est sur le maximum de la vraisemblance. Okay, donc ça, c'est ce qui s'appelle le test du rapport de vraisemblance. Okay, pourquoi? Parce qu'on va tout simplement regarder le rapport de la vraisemblance. Alors, je divise la valeur où j'étais par le maximum. Donc cette grandeur-là, elle est forcée. Pardon, je dois avoir un petit problème de signe sur cette valeur-là parce que celle-là est forcément plus grande, okay, puisque c'est le maximum de vraisemblance. Donc cette valeur-là,
elle est plus petite que 1, donc a priori, elle est négative. Donc je pense qu'il faut que je mette un moins ici. Mais voilà. Disons que je fais ce rapport de vraisemblance. Okay, et dans ces cas-là, ce qu'on peut montrer, c'est que 2 fois le log des rapports OK, il n'y a pas de log ici. C'est le rapport des vraisemblances, ou bien c'est la différence des logs vraisemblances. Okay. Donc, enfin, 2 fois le log de rapport des vraisemblances doit suivre une loi d'Euclide. Okay. Donc ici, je vais juste m'intéresser à cette différence qui se trouve là. Okay. Techniquement, juste à cette différence qui est là, parce qu'en fait, je sais que L de θ étoile sera forcément toujours en dessous. Okay. Donc je peux juste prendre en fait la différence entre mes logs vraisemblances. Donc c'est vraiment juste le log de θ étoile moins le log, enfin, moins le log de θ chapeau moins le log de θ étoile. Okay, donc cette grandeur-là est forcément positive par construction. Okay, et donc cette chose-là va suivre une loi d'Euclide. Si jamais mon hypothèse H0 est vraie, c'est-à-dire que ma valeur θ, elle est égale à θ étoile. Okay, donc ça, c'est le deuxième test possible, c'est juste de regarder la vraisemblance et le rapport de vraisemblance. Alors en fait, ce test, gardez-le dans un coin de votre tête parce qu'il va être ultra intéressant. En particulier, il va nous permettre de construire des intervalles de confiance dans ce qui s'appelle de la vraisemblance profilée. Okay, donc ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que quand vous tracez en fait votre fonction de vraisemblance, de manière générale, donc vous tracez votre fonction de vraisemblance, vous obtenez le maximum ici. Si jamais vous placez un tout petit peu plus bas, en fait, vous allez construire quelque chose qui serait ici un intervalle de confiance. Okay, donc vous pouvez construire un intervalle de confiance pour votre estimateur θ étoile à partir de cette chose-là. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans un des aspects du cours. Ça dépend si j'ai le temps de faire certains concepts, genre la transformée de Box-Cox, ce genre de choses. Mais le ratio de vraisemblance, le test de rapport de vraisemblance, il est important pour plein de raisons. Et ce genre de choses, petite parenthèse, ce genre de graphique, pour ceux qui font par exemple des mesures de risque, il y a des packages de mesures de risque qui vous proposent par exemple de calculer une VAR, une T-VAR ou ce genre de choses, et qui vont construire des intervalles de confiance avec cette formule-là. Voilà. Juste pour info. Troisième test, donc rapport de Wald, premier test, rapport de vraisemblance, deuxième test. Un dernier test, c'est le test du score qui consiste à dire, je peux aussi utiliser autre chose. Le score, on en parle depuis pas mal de temps. Le score, c'est la pente que j'ai très exactement en un point. D'accord ? Donc c'est la dérivée de ma log vraisemblance par rapport à θ. Au maximum de ma vraisemblance, ma pente, elle vaut 0. Donc ma pente est nulle. Okay ? Dans ces cas-là, je peux tout simplement regarder la pente qui se trouve là et peut-être l'élever au carré. D'accord ? Donc simplement parce que si jamais je suis à droite ou à gauche, je m'en fiche de savoir si je suis négatif ou positif. Si jamais ma pente est proche de 0, je suis content. Donc en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si jamais vous prenez le carré de la pente, dans ces cas-là, ça doit suivre aussi une loi d'Euclide. Donc c'est super, on a 3 tests qui nous permettent de voir si oui ou non θ peut être égal à θ étoile. Alors, je vais juste vous les représenter de manière séquentielle, juste pour vous montrer que ça marche et vous les implémenter. Premier, c'est le test de Wald. Okay, donc le test de Wald, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin de cette information de Fisher, donc il faut que je la calcule. Donc en l'occurrence, ici, j'ai ma log vraisemblance. Je dérive par rapport à P, je dérive 2 fois, donc je dérive par ma dérivée. Alors j'utilise la fonction D, qui est une fonction de dérivée. Okay, il s'avère que sous R, on peut faire du calcul formel. Bon, je vous le déconseille un petit peu, mais il s'avère que ça marche. Okay, donc ici, je peux évaluer la valeur de ma dérivée en θ étoile. Donc je peux vraiment calculer cette chose-là. Donc j'ai mon information de Fisher qui vaut très exactement 44. Okay. Je n'ai pas fait de calcul de maths, encore une fois. Je me contente de demander à l'ordinateur de faire le calcul. J'ai récupéré donc que je peux vérifier en fait. Donc effectivement, 1 sur n multiplié par i-1, c'est effectivement 44. Donc effectivement, c'est bien l'information de Fisher. Donc c'est bien lié à la dérivée seconde de ma log vraisemblance. Okay. Dans ces cas-là, je peux construire ma statistique de test en disant tout simplement, je prends mon information de Fisher de taille n, qui était cet objet-là. Okay. En l'occurrence, c'est ça, c'est parce que j'ai du n fois i. Okay. Je multiplie par le carré la différence entre le maximum de la vraisemblance et mon P étoile, et il me renvoie ma statistique de test, qui est très exactement cet objet-là. Donc ici, ma statistique de test vaut 0,09. Okay. Donc on doit comparer avec une loi d'Euclide, ce qui est largement acceptable. Okay. Donc c'est ce que je vérifie ici. Est-ce que je dépasse... Donc ici, j'ai ma statistique de test. Alors, je ne sais pas pourquoi, si je suis très exactement là. Donc effectivement, j'étais sur du 0 point quelque chose. On peut vous montrer que le quantile à 95%, il est un petit peu avant 3. Okay, donc tant que vous êtes plus petit que, en gros, 2,8, on va accepter l'hypothèse du fait que θ est égal à θ étoile. Donc oui, ma pièce est une pièce non truquée. Okay.
et c'est calculé ici. Donc, je peux calculer ma p-value. Il y a 75% de chance de dépasser cette valeur-là. Donc, c'est une valeur qui est acceptable. Donc, ça, c'est le test de Wahl. Deuxième test, test de rapport de vraisemblance. Donc, je calcule cette grandeur-là. Donc, forcément, j'ai corrigé les choses parce qu'il faut quand même que mes codes marchent. Donc, il n'y avait pas mon log et puis j'inverse les deux. C'est-à-dire que je prends moins cette grandeur-là. Donc, je prends le log du maximum de ma vraisemblance, moins le log de mon estimateur en θ étoile. Puis, je prends 2 fois cette chose-là. Dans ces cas-là, je tombe sur une statistique de test qui vaut 0,91. Ah bah comme par hasard, c'est très très proche de celle d'avant. Alors en fait, on peut montrer, je pense pas que je vous le montre, que les 3 tests sont équivalents et en fait, effectivement, à quelques petites choses près, vous construisez effectivement des choses très 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 proches. Donc c'est assez rare que un vous dise que vous acceptez et l'autre vous dit que vous rejetez votre hypothèse. Les 3 sont vraiment équivalents. Donc je calcule ma statistique de test. Donc là, encore une fois, c'est presque plus simple parce que je n'ai même pas besoin de me calculer l'information de Fisher. Je me contente littéralement de calculer ma vraisemblance. Donc je prends ma vraisemblance, ma log vraisemblance et je calcule les valeurs. Dans ces cas-là, je calcule ma p-value. Plutôt, la p-value est en dessous. Donc qui est la probabilité qu'un Ki2 à 1 degré de liberté dépasse ma statistique de test à 0,1 quelque part. Donc il y a 76%. Tout à l'heure, on était à 74%. Donc on voit qu'on est très très proche. Donc je vais encore accepter mon hypothèse H0. Et le dernier, c'est mon score. Donc pour mon score, alors j'ai quand même besoin de ma dérivée. Donc j'évalue ma dérivée en θ étoile. Et je prends son score. Alors j'ai quand même besoin de corriger par l'information de Fisher. Alors je ne sais plus trop pourquoi. Normalement, c'était juste le score. Je revérifierai dans mes codes. Et on tombe en l'occurrence sur 0,09090909. Donc on est entre les deux valeurs qu'on avait obtenues précédemment. Et j'obtiens une p-value à 76%. Donc on voit que les 3 tests finalement nous racontent la même histoire. Dans un cas, on est vraiment sur l'approche classique en disant je mesure la distance et je corrige par la variance qui est liée à l'information de Fisher, donc j'ai besoin de la calculer. Dans l'autre cas, c'est vraiment le cas le plus simple. Le test de rapport de vraisemblance, c'est juste je prends ma vraisemblance maximale, je prends ma vraisemblance en mon θ étoile et je regarde si la différence elle est importante ou pas. Je la compare. Alors je compare 2 fois cette différence à un Ki2. Et l'autre, ça consiste à calculer une pente et à la comparer par rapport à un modèle Ki2. Donc on a des choses qui marchent relativement bien. Juste pour conclure, on peut aussi faire des tests basés sur des procédures de bootstrap. Je vais passer un petit peu vite parce que c'est un peu hors sujet. Mais voilà, sachez que je peux mettre en place des procédures de test. Je vous avais dit qu'on pouvait faire des intervalles de confiance. Donc sur mes tirages, par exemple, pour savoir quelle est la probabilité, je peux construire des intervalles de confiance sur ma probabilité sous-jacente. Tout simplement en rééchantillonnant. En fait, techniquement, je peux récupérer donc il y a des procédures, il y a des fonctions pour faire ces fonctions de bootstrap. Il y a dans le package boot, vous avez une fonction boot, donc il vous dit fais-moi un calcul de moyenne tout simplement. Donc il va calculer la moyenne sur mon échantillon avec 999 tirages à partir de la population initiale qui est Y et il vous donne des intervalles de confiance. Donc par exemple ici il vous renvoie l'intervalle de confiance standard qui est celui qu'on avait calculé, puis ici vous le faites sur la procédure bootstrap et on voit qu'on est à peu près sur la même. Pardon, c'était juste la première partie. Donc on voit qu'on est sur des choses qui sont comparables. Et ça, je peux l'utiliser pour mettre en place des procédures de test. Donc on peut montrer que je peux approcher en fait la p-value. Tout simplement en me demandant, en faisant mes tirages, donc je vais retirer, donc je vais me placer sous l'hypothèse H0. Donc je me place sous l'hypothèse H0 où je tire des variables binomiales de paramètres très exactement le θ étoile. Donc je me dis qu'est-ce qui se passerait si jamais j'avais vraiment tiré des vrais pile ou face. Et je vais me demander, est-ce que je suis loin ou pas de la vraie valeur. Donc, tout simplement, je me place, je tire suivant l'hypothèse H0. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de me dire, tirons sous l'hypothèse θ étoile. Donc, en l'occurrence, comme c'est un demi, je lui dis juste, tire-moi dans 0,1. Implicitement, ce sera uniforme. Et stocke cette moyenne. Et je me demande tout simplement le nombre de fois où, en valeur absolue, la valeur que j'obtenais était plus grande que celle que j'avais observée. D'accord. Et dans ces cas-là, je récupère une p-value qui est très proche de celle qu'on avait obtenue auparavant. Donc tout à l'heure, on était à 76% pour mes tests avec les tests asymptotiques. Ici, on est à 77%. Donc on voit que quelle que soit la méthode qu'on adopte, finalement, on va accepter cette hypothèse de
que ma pièce n'est pas truquée, d'accord? Ce qui est cohérent avec tout ce que j'ai raconté pour l'instant en termes d'inférence. OK? Je m'arrête là sur les tests. Je pense qu'on a fait beaucoup de rappels. Encore une fois, c'est vraiment juste histoire de faire remonter à la surface des choses que vous avez vues il y a longtemps et qui étaient peut-être un peu enfouies. Euh, Parce que les tests, ils vont arriver assez vite. Alors, on va commencer plutôt par parler pas mal d'inférences, mais il y a un moment, on va attaquer les tests. Donc voilà, je voulais juste que pas mal de choses, en termes essentiellement de terminologie, remontent à votre mémoire, en particulier quand on aura besoin de faire des tests. Dans le cas des moindres carrés, ce sera assez standard. On sera vraiment dans les tests tels que vous les connaissez, mais quand on fera des GLM, on sera dans les propriétés du maximum de vraisemblance et on fera du test de Val dans tous les sens. Et des tests basés sur des propriétés du maximum de vraisemblance. OK? Je m'arrête là et puis bah, je vous laisse continuer à explorer les différentes capsules.